Qui doit tenir le gouvernail des startups? Alors quand la petite entreprise devient grande, elle doit se doter d'un conseil d'administration qui devient l'organe de direction de la société. Il est composé de 3 administrateurs au minimum et d'un président du conseil d'administration. Alors ce président peut être le DG de l'entreprise, mais pas forcément. Parfois, il est même préférable qu'il ne le soit pas. La gouvernance, eh bien, c'est ce sujet qui porte les questions de croissance, nous disent les professionnels. Et donc, si l'on veut plus de licorne en France, peut-être va-t-il falloir que l'on progresse aussi de ce côté-là. C'est ce que nous allons voir avec Bertrand de Talouet, directeur général de Créadev, fonds d'investissement de la famille Mullier. Il est également co-rapporteur avec Véronique Sobo de la publication de l'IFA, qui est l'Institut français des administrateurs. Ce rapport a été remis à Cédric O très récemment et il est titré « De la start-up à la licorne pour une gouvernance de croissance ». Avec moi également Mehdi Ouchalal, cofondateur de Legal Place et de Canoun, qui est un cabinet d'avocats qui accompagne la digitalisation des services juridiques des TPE-PME. Et au board de LegalTech, j'ai noté qu'il y avait 2 fonds d'investissement, 3 cofondateurs et un administrateur indépendant. On va pouvoir parler de cela. Également avec nous en visio, Marine Coty-Eslous, PDG et fondatrice de Lucine. C'est une start-up qui a été créée il y a 4 ans, spécialisée dans les thérapies numériques, les DTX, pour soulager les douleurs chroniques. Alors Lucine a procédé il y a quelques mois à une importante première levée de fonds, 5,5 millions d'euros, à la suite de quoi elle a mis assez logiquement donc en place un conseil d'administration représentant ses principaux actionnaires. Bertrand de Talouet, bonjour, on va démarrer ensemble, puisque vous avez coécrit un rapport sur cette question de gouvernance des startups. Est-ce que, comme je le disais, si on veut plus de licornes en France, donc plus de géants numériques français, il va falloir que l'on progresse du côté de la gouvernance? Oui, c'était vraiment notre conviction qui a animé la création de ce groupe. C'est que beaucoup de start-upers, beaucoup d'entrepreneurs ne croient pas forcément à cette gouvernance qui leur paraît un peu administrative. Et puis, certains actionnaires aussi, fonds d'investissement, se disent pourquoi créer cet organe supplémentaire. La relation est simple entre le fonds d'investissement et l'entrepreneur. Et puis, on va juste faire les bons PV qu'il faut. Voilà. Et en fait, notre conviction, c'est que si on ne met pas très tôt en place cette sorte de dualité, d'altérité, j'ai envie de dire, entre l'entrepreneur, qui est un peu dans la solitude du coureur de fond parfois, et puis ce collectif, à la fois bienveillant et exigeant, qui va lui apporter un miroir, qui va lui apporter un recul, qui va lui apporter une capacité de projection, d'encouragement, alors on risque vraiment de se retrouver dans des situations de tension, de solitude, de paliers qu'on a du mal à franchir. Et je dirais, en France, on a vraiment une marge de progression importante sur cette question? Oui, parce que quand on a fait ce travail d'enquête, on a constaté qu'il y avait encore ce scepticisme, ou parfois même ce rejet, ou cette défiance, ou cette tension, je le redis, entre parfois les actionnaires et l'entrepreneur, et qu'il y avait véritablement un besoin de canaliser et d'accompagner. Et puis, le constat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, la French Tech est extrêmement dynamique. Par contre, elle crée peu encore de champions. Ouais. C'est en train de changer, hein. Mais on voit peu l'émergence de ce qu'on appelle dans notre jargon les scale-up et puis ces fameuses unicorns. Et pour cela, on pense que la gouvernance est un des moyens clés, un moyen à la fois de structuration et d'accélération. En tout cas, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. On parle souvent de la question des levées de fonds, voilà, mais pas toujours de la question de gérer la croissance et finalement le management de cette croissance. Mehdi Ouchalal, j'ai dit que vous étiez cofondateur de Legal Place et Canoun. Legal Place, vous n'êtes plus directeur général, mais vous êtes directeur général de Canoun également. Donc on voit que les choses bougent, évoluent. Comment ça s'est passé pour vous, la découverte du conseil d'administration, avoir un board? Alors, le board, c'est un organe au début qu'on vit comme quelque chose d'imposé, puisqu'à partir du moment où on lève des fonds, donc nous avions levé au début en seed, donc en amorçage 1 million d'euros, puis après en série A 6 millions d'euros, donc 7 millions d'euros au total. On le vit d'abord comme un organe qui est imposé par un pacte, par le document qu'on signe, qui est l'accord un peu qui va matérialiser la relation avec les investisseurs. Et donc, on le voit. Quelle est la part choisie dans la constitution du board ? La part choisie en termes de personnes. En fait, alors en général, ça c'est ce qui se fait en général, hein, c'est que les investisseurs proposent leurs membres, les fondateurs proposent aussi leurs membres, en général c'est eux-mêmes, de sorte à ce que ça crée un équilibre. Et à partir d'un certain niveau, on va nommer aussi une tierce personne qui est un membre indépendant.
qui va arbitrer, le rôle principal de cette personne, c'est d'arbitrer en cas de désaccord sur certains points stratégiques. Qui n'est pas forcément donc actionnaire, même pas du tout Non. actionnaire de l'entreprise, et qui est nommé par... Qui est nommé d'un commun accord par les deux parties, les deux grandes parties que sont les fondateurs et les investisseurs. Donc au départ, vous dites que c'est quelque chose de subi, même si on peut quand même choisir une partie de son conseil d'administration. Alors voilà, on le voit au début comme quelque chose de subi, parce que c'est un organe qu'il va falloir tenir, en général, entre une fois par mois, une fois par trimestre. Et donc, il va falloir le préparer donc tout le reporting qu'il faut, à la fois financier, sur le produit, sur le marché, sur la rentabilité. Donc ça fait du travail, mais on se rend très vite compte que ce travail il est essentiel parce que ça permet de prendre du recul sur son activité, parce qu'on est très souvent, quand on est entrepreneur, on est la tête dans le guidon, on n'a pas ce temps de recul. Mais en préparant le travail, en le présentant à ses investisseurs et aux membres indépendants lorsqu'il existe, ça permet d'avoir un miroir. Et c'est exactement ce que disait Bertrand, un miroir d'un board qui va venir challenger à la fois sur le plan financier, sur le plan opérationnel, et je l'espère demain sur d'autres plans. C'est l'un des créés dans le groupe de travail qu'on a constitué. Il y a un autre sujet qui est l'organisation RH de la structure. D'accord, alors ça on en parlera tout à fait. On va donner la parole à Marine Cotillé-Slous, donc PDG fondatrice de Lucine, qui nous parle depuis Bordeaux. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, je vous ai rencontré à l'occasion de la remise de ce rapport de l'IFA au secrétaire d'État au numérique Cédric O sur la gouvernance des startups. J'ai trouvé votre approche de la gouvernance très convaincante. Alors, dites-nous aujourd'hui dans Smartech quel rôle peut ou doit jouer la gouvernance dans le développement de l'entreprise ? Je crois qu'on ne peut pas faire sans. Si je reprends un petit peu l'histoire de Lucine, c'est une société qui a levé en seed 5,5 millions et qui, du jour au lendemain, doit prendre des décisions qui vont impacter à peu près les 4 à 5 prochaines années de sa vie. Et va impacter surtout le fait de passer de la start-up à la scale-up, justement. Et cette structuration-là ne peut pas se faire qu'avec l'équipe de direction. Ce n'est pas possible. Un conseil d'administration, ça permet, à mon sens, de, comme le disait très justement Mehdi, sortir la tête de l'eau en tant que PDG, mais également de prendre ensemble des décisions qui vont impacter l'avenir de l'entreprise. Et moi, j'aime beaucoup rappeler le fait que je suis un bébé entrepreneur, que ça fait 4 ans que je suis chef d'entreprise. Avant, c'était absolument pas le cas. Et j'ai la chance au sein du conseil d'administration d'avoir 6 investisseurs et à eux tous, ils ont dû être à 300 entreprises. Donc cette richesse, ce savoir, il est essentiel pour prendre des décisions correctes. Et comment vous arrivez à créer une cohésion, un esprit d'équipe au sein de ce conseil ? Alors ça c'est compliqué. Parce que il a fallu, nous on a clôturé notre levée de fonds en fin septembre, début octobre, et toute la question qu'on s'est posée, c'est comment on va passer d'une relation de négociation qui est parfois tendue, parce qu'effectivement là on est vraiment dans une opposition de point de vue, à créer une équipe qui va devoir travailler ensemble, qui va devoir répondre à l'intérêt de la société. Et c'est vrai que le premier conseil d'administration au mois fin octobre qu'on a réalisé était un conseil d'administration, somme toute, assez innovant, avec une première journée où j'ai fait intervenir un poète d'entreprise, par exemple. J'ai fait intervenir aussi une patiente experte pour nous rappeler ce qu'était la douleur chronique et en fait, qu'est-ce qui faisait qu'on allait se battre tous les jours pour faire que notre société fonctionne et réussir effectivement à se rappeler derrière les fonctions de financier, derrière les fonctions de CEO, qu'est-ce qui fait qu'on a voulu travailler ensemble pour un projet ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est choisi aussi ? Parce qu'on a eu cette chance-là, par contre, c'est de se choisir. Et qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à passer effectivement de l'étape de négociation à l'étape d'équipe ? Alors, c'est quelque chose qui prend du temps, hein. On l'a fait sur le premier conseil d'administration. On l'a fait aussi sur le deuxième, une partie sur le premier et le deuxième, en partageant de l'information sur Lucine, c'est-à-dire en refaisant quelque part une mise à niveau de ce qu'était Lucine sur tous ces aspects, pour ensuite avoir une équipe, et je dis bien une équipe, dans l'entreprise, qui va prendre des décisions avec nous. Et donc ça, ça prend du temps et c'est toujours en cours. Hein. Une réaction, Bertrand Oui, je suis très touché par ce que dit Lucine, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que l'entrepreneur lui-même est aux manettes. Il subit pas son conseil.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, il peut contribuer à choisir ses administrateurs. Et puis, il est, avec son chairman, quand il y en a un, garant aussi du fait que ce collectif est un peu responsable du sens du projet de l'entreprise. Il est le miroir de l'entrepreneur pour dire le pourquoi. Et donc ce pourquoi, et donc cette journée... Les administrateurs définissent la stratégie. C'est ça, il la valide. Moi, j'aime à dire que c'est plutôt à l'entrepreneur de proposer ses options stratégiques. Mais il y a toujours cet effet miroir, ou cet effet presque maïeutique parfois, d'aider l'entrepreneur à accoucher de sa propre vision. Et c'est ce dialogue-là qui est riche, et donc de prendre une journée entière, comme vous le décrivez à l'instant, avec votre conseil, voilà, ça me paraît très sain. Et presque une fois par an, je pense que le conseil devrait prendre ce type de journée de recul. Ouais. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une marche à suivre très précise. C'est quelque chose qu'on crée, qu'on invente avec son conseil d'administration. Vous avez aussi travaillé pendant des années en cabinet d'affaires. Vous avez vu plusieurs, j'imagine, conseils d'administration. Oui. C'est un sujet complexe, ça, ce moment où on passe cette étape. Alors, comme le disait très bien Marine, on passe d'un rapport de séduction, parce que le conseil d'administration, il est issu en partie des investisseurs, donc les investisseurs, on les séduit, on leur parle de son bébé, qui est sa boîte, et donc on en montre les plus beaux aspects. Alors bien sûr, il y a le business plan, on discute de beaucoup de choses, mais donc on passe de ce rapport de séduction à un rapport de travailler ensemble. Et c'est comme le mariage, on passe de la séduction à on est mariés, maintenant on va construire ensemble une famille, et cette famille, c'est l'entreprise. Et donc, le fonctionnement, alors oui, on est toujours un peu sur quelque chose de créatif, parce qu'il y a des personnalités qui vont plus ou moins bien s'entendre les unes avec les autres. Après, il y a quand même une marche à suivre, une marche à suivre avec une méthode à appliquer, et ça, il vaut mieux éviter de trop innover, parce que derrière, en fait, il faut quand même revenir au basique, qui est tenir sa boîte, et avoir un conseil d'administration qui joue pleinement son rôle de conseil, clairement, il y a le mot conseil dans le conseil d'administration, et de validation de la stratégie qui est proposée par les fondateurs. Comment est-ce qu'on apprend ce métier de dirigeant d'entreprise au sein d'un conseil d'administration? Comment évolue la fonction en fait, du fondateur qui devient vraiment CEO ou DG? Oui, alors c'est un des points qu'on a voulu travailler dans ce petit groupe de travail, qui est que on ne naît pas NAIT capitaine d'industrie, et qu'il y a différents profils, et qu'il y a des fondateurs qui sont extraordinaires, mais après il faut qu'ils apprennent le management humain. C'est différent d'être obsédé par un produit, et l'obsession fait partie du fondateur, que d'animer des équipes. Et puis c'est différent d'animer des équipes que d'organiser et de structurer une scale-up et une future ETI. Et donc, ces différentes étapes du fondateur, parfois un peu narcissique, parfois un peu obsessionnel, parfois égoïste, mais il faut ça pour démarrer, à celui qui, au contraire, est dans l'empathie, qui est le propre du management humain, puis après, celui qui va être dans l'organisation, qui est le propre du capitaine d'industrie. Je pense que le conseil a un rôle majeur à jouer dans cet accompagnement, dans ce grandissement de l'entrepreneur à côté de la croissance de son entreprise. C'est les deux qu'il faut mener en parallèle. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de cas de cofondation, c'est votre cas d'ailleurs. Donc on arrive avec un binôme, souvent. Il y en a un qui est peut-être plus dans la technologie, l'autre qui va être plus dans la stratégie, le marketing. Donc finalement, avec ce binôme, on a déjà un embryon de président, directeur général. En fait, c'est ça. On a très souvent dans les cofondateurs, on a des binômes ou même 3-4 personnes qui ont chacun un rôle à jouer dans le lancement d'une start-up. Et donc il y en a un qui va s'occuper du produit, l'autre de la tech, l'autre du marketing, comme vous le disiez. Ils ont des compétences, ils sont très forts. S'ils arrivent à lever en seed, en série A, ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils sont passionnés par leurs produits, passionnés par le marché, passionnés par la manière dont ils vont adresser le marché et craquer quelque chose. On utilise beaucoup ce terme de craquer un marché. Ouais. Mais derrière, ce ne sont pas du tout les mêmes compétences auxquelles on va faire appel quand on va passer au stade de scale-up. Ça veut dire quoi, scale-up? Qu'est-ce qui change alors? La scalabilité, en fait, c'est quoi? C'est faire face, donc c'est un terme issu de emprunter de l'informatique. Passage à l'échelle, tout en gardant le même niveau, un niveau de production qui permet de supporter une multiplication du volume d'affaires par 15, 20, 30, et une structure de coût rentable. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir déléguer. Donc, alors déléguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place une structure pour embaucher
les bons talents, donc trouver les bons talents, mettre en place une architecture RH. Dans l'architecture RH, il y a quoi? Il y a une organisation juridique interne. Nous, chez Canoun, on aide beaucoup les startups à mettre en place cette architecture du point de vue juridique. Il y a aussi, au-delà de l'architecture juridique, il y a aussi les valeurs, en fait. Définir une culture d'entreprise, et ce n'est pas que la culture baby-foot. La culture d'entreprise, c'est les valeurs. Les fondateurs doivent faire appel à leurs valeurs pour les diffuser en interne. Donc il faut qu'ils les définissent. On peut avoir par exemple des valeurs de frugalité, je fais beaucoup avec peu, des valeurs de dépassement de soi, je fais toujours plus que ce qu'on attend de moi. On peut avoir des valeurs d'empathie client. Tout ça, il faut le définir et après le diffuser dans sa structure. Et on n'est pas armé pour le faire. Et le conseil a vraiment son rôle à jouer pour aider les fondateurs à aller vers ça. Marine Cottier-Slous, les valeurs, quand on est fondateur d'une start-up, on les a. Mais est-ce que c'est compliqué de les définir et de les transmettre? Est-ce que c'est un moment peut-être de vulnérabilité pour le fondateur? Alors oui, clairement, c'est un moment de vulnérabilité parce que je trouve que ce que Adi et Bertrand ont dit est très juste, c'est-à-dire que fondateur, son boulot, c'est le lancement de la société. C'est d'avoir l'idée, c'est de structurer quelque chose qui va demain pouvoir s'épanouir dans une société plus importante. Et ce qui est très intéressant, je crois, aujourd'hui, c'est que ce passage où on a un conseil d'administration, le fondateur n'est pas suffisamment accompagné, à mon sens, à la fois à travers des formations, mais aussi au démarrage de sa société, à lui faire prendre conscience que peut-être demain, ce n'est pas déléguer qu'il va falloir faire, mais laisser sa place. Parce que être fondateur, être dans le lancement, être dans la garantie effectivement des valeurs de sa société, c'est aussi peut-être admettre qu'on ne va pas tout le temps être la bonne personne pour gérer cette société et gérer sa croissance. Et ça, très souvent, ça se fait, cette prise de conscience, très souvent, se fait dans la douleur. Se fait dans la douleur parce que c'est le conseil d'administration qui va pointer du doigt cette possibilité. Le fondateur ne va pas être préparé à ça. Et il est vrai que là, on a deux modèles culturels qui s'opposent. On a le modèle, je dirais, français, européen. On considère qu'une entreprise qui réussit, qui est dans une bonne scale-up, c'est le fondateur qui a pu passer toutes les étapes. Et donc passer les étapes de croissance d'organisateur et qui a pu se former, apprendre sur le tas avec ce conseil d'administration et faire en sorte demain d'amener sa société sur les marchés boursiers. Là où c'est très intéressant, le marché américain est complètement opposé, parce que le marché américain va garder ses fondateurs pour garder ses valeurs, mais par contre, la gestion de l'entreprise, quasiment à chaque levée de fonds, vous avez un CIO différent. Et là, pour le coup, on ne considère pas que la réussite de l'entreprise tient du fait que le fondateur est resté CEO de la boîte. Et je crois que la vérité se situe un peu entre les deux, mais je crois surtout sincèrement que c'est un moment qui est très difficile pour le fondateur parce qu'il n'est pas accompagné à ça. Et là, je parle à titre très personnel. Moi, là, j'ai considéré avoir postulé de nouveau dans mon entreprise. J'ai postulé au poste de CIO. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour être le meilleur CIO pour mon entreprise. Je ne sais pas non plus si j'aime ce métier-là parce que je ne l'ai jamais fait. Et j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui, effectivement, m'accompagne énormément dans cette transformation et m'a accompagnée dans cette réflexion aussi. Sans me mettre la pression de, vous savez, oh là là, de toute façon, elle a 31 ans, c'est une femme, il va vite falloir qu'on la remplace, celle-là. Non, au contraire. On a eu, dès le départ, des discussions très claires là-dessus. Des discussions très claires sur le fait que ce qui était le plus important, c'était avoir la bonne personne au bon endroit. Et oui, c'est un moment de grande vulnérabilité qui n'est pas facile à passer. Ouais. Donc ça veut dire que le modèle à privilégier serait plutôt celui d'un fondateur président et de la nomination d'un directeur général? Non. Je pense que les fondateurs sont au début les premiers opérationnels, donc ils sont directeurs généraux. La question est pour eux déjà d'accepter, et bravo pour... Je cherche ton prénom depuis tout à l'heure. Marine Cottier-Slous. Voilà, Marine. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis sur la... Et bravo pour cette modestie, parce que tous les fondateurs ne l'ont pas. Beaucoup d'humilité, oui. Voilà, beaucoup d'humilité, pardon. Et donc, cette capacité à un moment de se dire, j'ai besoin d'une altérité, et puis j'ai besoin aussi peut-être d'une altérité qui va jusqu'à séparer la fonction de CEO, et souvent les fondateurs au début sont CEO, de chairman. Et ça, même quand on est majoritaire, ça peut être souhaitable d'avoir ce coach, ce chairman qui vient réguler un peu et permettre à l'entrepreneur
eh bien finalement de ne pas être au four et au moulin et des deux côtés de la table. Et puis parfois, en effet, Marine a raison de le dire, il faut avoir cette humilité et cette capacité de reconnaître qu'on n'est plus le bon patron, mais pour autant, on peut parfois rester l'âme de son entreprise. Et on peut devenir, pour le coup, chairman ou CTO ou Chief Development Officer. Il n'y a pas de titre en français, là, dans tout ce que vous me citez. Voilà. Mais... responsable du développement, Merci. responsable de la technologie. Okay. Tous les cas sont possibles. Parce que c'est vrai que dans les entreprises américaines où les symboles sont forts, tous les fondateurs sont encore fortement présents pour dicter la stratégie. Alors, on le dit oui, pour dicter la stratégie, absolument. Mais on le dit dans le rapport, il y a 30% dans 30% des licornes, ils ont quand même cédé leur place. Donc, et Marine avait très raison de le préciser, c'est très culturel. En France et en Europe continentale, on a la vision du fondateur infaillible et il y a beaucoup d'ego là-dedans. Et un conseil d'administration intelligent, c'est un conseil qui va petit à petit aider le fondateur à prendre conscience du fait que l'intérêt finalement de la boîte dépasse son ego et placer son ego dans la boîte qu'il a créée, dans le bébé qui va vivre sa propre vie. Parce que on a vu d'ailleurs dans la presse pas mal de papiers sur ces fondateurs chassés par leur conseil d'administration, chez Sarenza par exemple. Oui, alors un des enjeux de notre rapport, c'est effectivement de faire en sorte que ça soit le plus fluide possible. C'est-à-dire que souvent, quand c'est brutal, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette gouvernance, qu'il n'y a pas eu ce dialogue en transparence et en confiance. Alors, dans le rapport, vous citez 7 clés à l'attention des entrepreneurs et entrepreneuses pour faire de cette gouvernance un élément de performance. Est-ce qu'on peut les citer, ces 7 clés ? Oui, alors la première, c'est le mentorat. C'est de dire que quand on démarre un projet, il faut tout de suite penser cette altérité. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, parfois un entrepreneur, il peut avoir son collègue qui est avec soi, mais ça n'empêche pas le regard d'un tiers. Et souvent, c'est un autre entrepreneur qui est libre de jugement et qui est vraiment dédié au succès de son collègue. Et donc, aller chercher un entrepreneur qui vient jouer un peu le rôle du confident dans la tragédie de Racine, si je puis dire, ça, c'est très utile. Et puis, c'est comme ça qu'émerge progressivement une dualité, une gouvernance, et puis un collectif avec les premiers investisseurs qui viennent. Le deuxième clé majeure, c'est confiance et transparence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de vertu du conseil si l'entrepreneur ne se sent pas libre de dire tout ce qui se passe. Et en bienveillance, tout dire au conseil d'administration, y compris ses difficultés, y compris ses enjeux. Et ça veut dire qu'en retour, il attend une bienveillance qui n'empêche pas l'exigence et qui n'empêche pas ce dialogue, y compris sur sa propre pertinence. Donc ce jeu-là, il paraît simple, il paraît plein de bonnes intentions, il n'est pas gagné. Il y a beaucoup de conseils dans lesquels progressivement, consciemment ou pas, se développe une forme de défiance. Parce qu'il y a eu un incident. Et à ce moment-là, l'entrepreneur se recroqueville. Et là, on va à l'échec. Ouais. Et donc, cette qualité d'instaurer la confiance, y compris de la part des administrateurs, d'éviter de jouer un jeu de rôle. Le conseil n'est pas l'assemblée des actionnaires. Et très souvent, dans les fonds d'investissement, c'est un peu le risque, c'est qu'on confond l'intérêt des actionnaires et l'intérêt de l'entreprise. D'où l'intérêt, troisième clé, d'avoir un indépendant. Très tôt, de placer quelqu'un qui ne soit pas le représentant de tel fonds d'investissement ou tel fonds d'investissement ou des fondateurs, mais d'avoir quelqu'un qui vient pour son expertise, sans avoir d'intérêt particulier. Il peut lui-même investir un peu, nous le recommandons. Oui. D'accord. Ni trop ni pas assez. Parce qu'en investissant, quand même, c'est son argent, donc il se sent impliqué, mais il n'est pas en conflit d'intérêt. Et cet indépendant-là apporte, et ça peut être le chairman, apporte une qualité de régulation qui est nécessaire pour éviter que le conseil se transforme en chambre des tensions des actionnaires et des fondateurs qui sont inévitables dans la vie d'impact. Voilà. Donc voilà une troisième clé qui nous paraît importante. Une quatrième clé, c'est que nous sommes là, nous, dans ce groupe, pour dire grandissez, passez à l'échelle. Et ce passage à l'échelle suppose d'anticiper. Et ça suppose qu'il y ait un dialogue stratégique dans les conseils. Et donc qu'on évite de parler pendant 3 heures du passé et du reporting. Le reporting peut se faire dans des business reviews à part, et puis on passe un quart d'heure sur le passé. L'essentiel, c'est de parler du futur, c'est de parler des hommes et des femmes de l'entreprise, c'est de parler des options stratégiques. Et ce temps-là, ce temps de prospective et d'options. Et pour ça, il faut aussi que l'entrepreneur arrive avec des options, qu'il ne vienne pas avec un deck fermé, mais qu'il vienne avec des problématiques, qu'il arrive à problématiser ses propres défis. Et à ce moment-là, se joue une clé majeure, la dernière qu'on a indiquée, qui est l'expression est banale, mais elle est très importante, cette intelligence collective. C'est-à-dire que si personne ne vient avec une volonté de domination, s'il n'y a pas d'emprise, et s'il y a un respect de la diversité des profils, à ce moment-là, il se passe ce miracle
qui est que l'intelligence collective est plus intelligente que la passion de l'entrepreneur et que l'intelligence suprême de tel ou tel administrateur. Donc l'expertise chiffrée de l'entreprise. On va demander à Marine Cottier-Slou si elle se projette déjà comme une licorne. Alors j'aimerais bien, mais moi j'aimerais bien être une entreprise du CAC 40. Être une industrie française. Voilà, moi j'ai une préférence pour le terme industrie française que licorne, parce que industrie française, pour moi, ça veut dire qu'on a nos cornes, entre guillemets, on a notre réussite par notre chiffre d'affaires et pas par la levée de fonds. La levée de fonds doit être un moyen et pas une finalité. C'est pour ça que j'ai une préférence pour devenir, j'espère, une big farm digitale française. Très bien. On le souhaite à Lucine. Juste d'un mot, on n'a pas tellement eu le temps de l'aborder, mais pour vous, une des clés de la réussite, c'est la gestion des talents dans une entreprise. C'est très important pour les startups. Et le conseil d'administration peut jouer un rôle là-dessus. Complètement. En fait, assez rapidement. Oui, assez rapidement. Mais on en a parlé, hein, mais en gros, il ne s'agit pas que de recruter des bons CV, des gens en fonction. J'ai recruté des gens qui ont de super diplômes, ingénieurs, écoles de commerce. Il faut vraiment. Enfin, on peut prendre la métaphore de l'équipe de France. Hein. Il faut trouver les gens qui vont pouvoir interagir entre eux pour mener un collectif. Et c'est très important. Donc voilà, et les fondateurs n'ont pas forcément les clés pour ça. Et ça, le conseil d'administration peut les aider. C'est un des sujets. Absolument. Très bien, merci beaucoup Marine Cottier-Slou, PDG fondatrice de Lucine, Bertrand de Talouet, directeur général de Créadev et co-rapporteur avec l'IFA d'un rapport de la start-up à la licorne, et Mehdi Ouchalal, cofondateur et directeur général de Legal Place et de Canoun. Merci. Juste après la pause, c'est l'alerte cyber.